On va commencer avec Maximilien Deloa. Bonjour Maximilien. C'est toi qui as l'honneur d'ouvrir le webinaire ce matin. Alors, tu as présenté ton mémoire de master en ingénieur de gestion à la SLM, la Louvain School of Management de l'UC Louvain. C'était en juin 2020. Et son titre, c'est, en français, Comment surmonter les barrières financières à la participation de l'Europe à un réseau électrique mondial. Et tu travailles actuellement, Maximilien, chez Syndic for You, qui est une start-up qui s'occupe de la gestion d'immeubles en copropriété. Tu as eu comme promotrice Sabine Denis, qui est professeure à la LSM de l'UC Louvain et auteure du livre Value, entreprendre pour la société, profit pour un bien-être durable. Maximilien, c'est à toi. Merci beaucoup Caroline, bonjour à tous et merci pour la petite introduction. Donc j'aimerais commencer par mettre en avant certains problèmes pour l'implantation massive du renouvelable en Belgique. Donc il y a pas mal de problèmes qui se posent actuellement, notamment le fait qu'il y ait vraiment peu d'endroits encore adéquats qui soient disponibles pour l'implantation du renouvelable. Lorsque c'est possible, eh bien, ça demande un usage territorial qui est assez extensif. Et le fait d'avoir des énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont intermittentes et volatiles et donc qui mettent à mal la stabilité du réseau. Et alors, notamment, le dernier problème, c'est qu'il y a un décalage entre le moment où l'énergie est produite et le moment où l'énergie est consommée. Et donc, il y a un énorme besoin au niveau du stockage d'électricité à ce niveau-là, que ce soit donc, le décalage journalier ou le décalage saisonnier. Et donc, face à ces problèmes, il y a un certain nombre d'experts qui ont mis en avant un projet qui est assez ambitieux, qui serait d'avoir un réseau mondial d'électricité, donc qui pourrait répondre à tous ces problèmes, notamment en ayant accès à des zones où les énergies renouvelables sont abondantes et d'avoir donc un plus grand réseau, ce qui permet de résoudre le problème de la stabilité. Et enfin, donc d'avoir également l'électricité qui serait envoyée directement là où elle a besoin d'être consommée en temps réel. Alors, du coup, le but de mon mémoire face à ce projet assez technique, c'était de trouver les freins au financement d'un tel réseau et aussi donc les solutions pour résoudre ces freins. Et du coup, j'ai eu un focus qui était plutôt axé sur l'Europe parce que l'Europe, c'est un point de départ stratégique pour ce projet-là, dans le sens où l'Europe est déjà fortement interconnectée au niveau du réseau électrique et aussi dans le sens du Green Deal européen, donc, qui est un petit peu le cadre dans lequel ce projet pourrait aussi s'implémenter. Et du coup, au niveau de ma méthodologie, eh bien, j'ai fait une recherche de littérature pour voir un petit peu ce qui avait déjà été étudié à ce niveau-là. Et j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer des experts du secteur. Et du coup, au niveau des résultats, j'en suis arrivé à trouver 9 freins principaux et 5 solutions à ces freins. Donc, au niveau des problèmes liés au financement du réseau mondial, ce sera un petit peu long de tous les expliquer ici. Donc, je proposais de présenter un frein et une solution. Donc, un frein majeur, c'est le problème lié au fait que, au niveau du réseau, eh bien, les revenus s'effritent au fur et à mesure que le réseau va être interconnecté, puisque les prix vont converger. Et donc, le revenu, en fait, dépend justement de cette différence de prix au niveau de l'échange d'électricité. Et une solution, ce serait notamment si on veut, un petit peu d'élargir le projet européen d'intérêt commun qui permet pour l'instant de voir l'accomplissement de certains projets qui n'ont pas de revenus et de profit, qui ne génèrent pas de profit en fait sur le court terme, et donc de pouvoir dépendre de subsides pour faire passer des projets qui ont un intérêt bénéfique commun européen. Et donc ce serait l'idée d'avoir ce projet qui est étendu sur une base mondiale, si vous voulez. Donc voilà pour mon mémoire. Merci beaucoup, Maximilien. Alors, je le répète, il y aura un petit moment de questions-réponses avec Maximilien dans quelques minutes, donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions dans le fil de la conversation. Je vais donner la parole à ta promotrice, Sabine Denis. Quel a été l'apport scientifique et sociétal du mémoire de Maximilien? Et bonjour, parce que c'est vrai que nous, on s'est vu avant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour à tous. Bravo Maximilien. Quand il est arrivé avec son mémoire sur un réseau mondial d'électricité, je me suis dit, ouh là là, sujet gigantesque. Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va essayer d'approcher ça?
il a fait preuve de beaucoup de persévérance et d'ingéniosité parce qu'il s'est adressé, la plupart des recherches scientifiques sont sur les aspects techniques d'un tel réseau à échelle internationale, mondiale, des panneaux solaires en Afrique, l'eau en Europe, enfin bref, interconnecté, tout ça, comment est-ce qu'on fait? Alors que Maximilien a pris une approche très holistique en disant, voilà, il y a certes les aspects techniques, mais il y a également d'autres facteurs qui vont faire que ça marche ou que ça ne marche pas. Et donc, c'est cette approche très large qui contient tant les aspects effectivement financiers, mais aussi les aspects politiques, les aspects intersectoriels, toutes ces choses sont intimement liées. Quand il y en a une qui ne marche pas, l'autre ne marche pas non plus. Et donc, c'est son approche holistique surtout que je trouve qui est une contribution à ce sujet qui n'est quand même pas petit et qui est assez général, mais important. Si nous voulons décarboniser l'énergie, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la demande à échelle mondiale puisse être assumée? Merci beaucoup Sabine Denis. Et je vais accueillir à présent le président du jury en finances soutenables et responsables, c'est Luc Van Liedekerk. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes, oui, je veux vous présenter en deux petits mots. Oui. Vous êtes professeur à l'Université d'Anvers et à la KU Leuven, où vous êtes responsable pour le BASF Deloitte Ilia Chair on Sustainability. Et évidemment, Luc Van Liedekerk, on a envie d'avoir l'avis du jury par rapport à ce mémoire de Maximilien. Eh bien, c'est-à-dire, on a très apprécié, donc, comme Sabine a déjà indiqué, l'approche holistique, mais c'est, disons, utopique aussi. Donc, j'adore. Hein, donc, pourquoi pas? Hein, donc, s'il y a quelque chose qu'on peut transporter aisément, c'est l'électricité. Ça va tellement vite. Donc, et là, naturellement, il a raison. Hein, il ne faut pas regarder dans l'enjeu électrique en Belgique. C'est ridicule. La Belgique, c'était tellement petit. Donc, il faut regarder beaucoup plus loin. Et donc, si on lit ce mémoire, on se met volontiers dans le pot d'un financeur qui aimerait contribuer à faire évoluer la construction d'un réseau mondial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, c'est osé, c'est bien fait, c'est très lisable. Donc, dans ce sens-là, on a vraiment apprécié. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment un petit peu plus tard. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Maximilien, on le disait, tu travailles aujourd'hui dans une start-up. Est-ce que tu n'as pas eu envie de travailler à la suite de ce mémoire et à de la concrétisation? C'est une bonne question. J'ai eu envie de peut-être passer aussi un petit peu à autre chose parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt. Donc, évidemment, tout ce qui est environnement, durabilité, ça fait partie de mes intérêts. Et puis là, j'ai eu plutôt envie de découvrir un petit peu autre chose après avoir passé tellement de temps sur le sujet. Je me suis dit que c'était une occasion de un petit peu diversifier mes horizons, quitte à, pourquoi pas, plus tard revenir à ça. C'est vrai que c'est toujours possible. Alors, première question pour toi. On voit deux mouvements divergents, une interconnexion accrue au niveau mondial, mais aussi un développement de l'aspect plus local. Est-ce que ces deux mouvements sont opposés, complémentaires, et si oui, comment? Oui, donc ça, c'est notamment vraiment quelque chose que j'ai vu comme un des risques dans mon mémoire. Donc, d'avoir d'un côté cette tendance d'avoir de plus en plus de communautés locales d'énergie qui font en sorte que bien, des interconnexions pourraient à ce moment-là être un petit peu caduques, entre guillemets. Moi, je pense que c'est en effet un petit peu une menace, mais la complémentarité, je pense, peut s'y retrouver aussi. Parce que de nouveau, ces communautés locales d'électricité, si on se retrouve pendant 15 jours sans soleil et sans vent, ce qui pourrait arriver, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus rien pour se chauffer et voilà, pour manger. Donc, je pense que d'une certaine manière, il faut trouver un petit peu un équilibre entre les deux. Donc, voilà. Effectivement. Alors, on nous demande comment préciser, comment soutenir la création de ce réseau mondial, parce que ça intrigue. Comment soutenir la création? Bien, il faut savoir que c'est compliqué parce que ce sont notamment surtout des décisions un petit peu dans les hautes instances, des décisions politiques, notamment aussi avec un impact qui va se répercuter fatalement sur le consommateur, puisque ce sont
des montants qui sont quand même faramineux au niveau de l'investissement et qui doivent bien sortir de quelque part. Donc, un des problèmes aussi qui est mis en avant, c'est le fait que on risque de payer notre électricité un petit peu plus cher, en tout cas dans un premier temps, pour financer le projet, même si ultérieurement, normalement, ce projet fait en sorte que le prix moyen d'électricité pour le consommateur alpha va quand même baisser. Donc, il y a évidemment des gens qui sont dans des pays actuellement où c'est vraiment très peu cher de consommer de l'électricité, notamment en Islande, par exemple, qui, eux, évidemment, vont potentiellement devoir payer un petit peu plus cher. Et donc, il va falloir mettre des mécanismes en route pour que les personnes qui sont, si vous voulez, un petit peu lésées, eh bien, au final, ne soient pas trop lésées. Donc voilà, mais en moyenne, le consommateur du coup mondial va payer moins cher sur le long terme. Encore une question qui arrive, et comment éviter que les investisseurs se considèrent comme étant bénéficiaires privilégiés? Donc ça, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais notamment, une idée, c'était justement de faire en sorte que les personnes qui vont bénéficier d'une interconnexion, notamment un pays qui est pour le moment assez fortement isolé au niveau de l'approvisionnement en électricité, avec du coup des monopoles au niveau des fournisseurs d'électricité sur place, eh bien, le fait d'avoir une interconnexion avec des autres pays va permettre d'avoir de l'importation d'électricité moins chère. Et donc, on peut justement faire en sorte que ce sont ces personnes-là qui vont en bénéficier, qui puissent contribuer à plus grande échelle. C'est notamment aussi une des solutions que j'avais trouvées dans mon mémoire. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des projets en cours, un ou des projets en cours pour améliorer l'interconnexion des réseaux au niveau européen? N'est-ce pas la condition indispensable pour se tourner de manière structurelle vers les énergies renouvelables? C'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment qu'au niveau européen et au niveau des autres régions, que le réseau soit déjà fortement interconnecté, sans quoi le fait de relier aux autres continents n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'on ne saurait pas vraiment pleinement en apprécier les points positifs et les avantages. Et du coup, mais un des projets qui est pour l'instant mis en avant au niveau européen, c'est justement ce mécanisme des projets d'intérêt commun, donc qui identifie toute une série de projets qui sont compliqués à financer pour l'instant au vu des bénéfices qui sont un petit peu voilà, qui sont compliqués parce que les bénéfices ne sont pas énormes au niveau de l'échange d'électricité, alors que les risques sont énormes et les investissements aussi. Et donc, c'est justement d'avoir des subsides qui sont mis en place pour les projets qui sont identifiés comme vraiment ayant un intérêt commun au niveau européen, c'est-à-dire pas uniquement pour un seul pays, mais pour au moins les deux pays qui sont reliés et aussi les pays avoisinants. Alors, une petite pensée, peut-être qu'on en terminera avec ça, on verra si d'autres questions arrivent. Ce qui est commun à l'absence d'une politique climatique internationale ambitieuse, à l'existence d'un grand nombre de paradis fiscaux, à l'inexistence d'un réseau mondial d'électricité, c'est certainement l'absence d'une réelle gouvernance mondiale, un sujet encore plus utopique, mais sans doute encore plus utile au développement durable de l'humanité. Je sais pas si tu as une réflexion à faire par rapport à ça. Tout à fait. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est vraiment sorti comme une évidence dans mes recherches et dans mes interviews avec les experts, c'est qu'on aurait besoin de un petit peu ce qui se fait au niveau européen, c'est-à-dire d'un organisme, une espèce de coupole, afin de forcer, entre guillemets, les pays à faire quelque chose, parce que si on doit mettre d'accord plus de 200 pays pour arriver à ça, il y aura forcément toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Et donc, c'est l'idée d'avoir un petit peu comme en Europe un régulateur, si vous voulez, global, qui pourrait forcer certaines décisions. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec la dernière réflexion ici qui vient d'être faite. Mhm. Alors, ben, il y a encore des questions. Est-ce qu'il ne faut pas en même temps revoir notre consommation? C'est un vaste chantier, nous dit-on. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau de tout ce qui se dit pour l'instant au niveau de l'électricité, et au niveau de l'énergie de manière plus globale, c'est que ben, c'est très bien de voir toute une série de mesures pour aider à l'approvisionnement, mais il y a l'autre côté, donc l'aspect de l'utilisation de la consommation et donc de la demande d'électricité et de l'énergie qui doit également être traité. Donc voilà, c'est un travail qui se fait des deux côtés, notamment au niveau de l'approvisionnement, mais aussi au niveau de la demande qui doit être faite.
Et est-ce que la particularité de la Belgique, avec ses gouvernants à différents niveaux, ne serait pas le grand frein justement à ces projets de bien commun? Je pense qu'en Belgique, le travail qui est fait par Elia notamment est un travail qui est remarquable et qui ne subit, je pense, pas du tout de la gouvernance au niveau des communautés, des régions qui peut être faite. Je pense que pour l'instant, tout se fait de manière fédérale et que tout est très bien fait. Donc, a priori, je ne pense pas que ça pose problème. Ok, bon, mais merci Maximilien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Caroline. aussi.